Très bien, je vous propose qu'on commence. Donc, je suis très heureux de vous saluer à l'occasion de cette avant-dernière conférence de la journée consacrée à l'inclusion numérique, avec comme slogan « Innover sans exclure ». C'est un vrai sujet aujourd'hui, puisque effectivement, d'un côté, Internet, c'est beaucoup de promesses, et puis surtout, c'est un outil aujourd'hui qui devient absolument indispensable dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Et en même temps, ça peut être une formidable machine à exclusion. Alors, on a un petit peu effleuré dans la conférence précédente. Bon, il y a un chiffre récurrent qui revient de façon assez, quand même, comment dire, frappante. On estime, alors, il y a un chiffre qui est donné de 13 millions de personnes qui seraient en difficulté avec le numérique. Ça peut être 10 millions, ça peut être 13 millions, ça peut être peut-être même 16 millions, parce qu'en fait, on a en tout cas un ordre de grandeur, mais pas d'idée précise en fait sur l'état des lieux en la matière. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, parce que c'est quand même un problème à grande échelle. Enfin, 10, 13 ou 16 millions, c'est beaucoup de monde, ça fait beaucoup de monde. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Il y a effectivement les personnes en situation de grande exclusion, en tout cas qui sont peut-être beaucoup de difficultés, en tout cas qui elles sont complètement sous le radar et souvent complètement exclues. Et puis il y a d'autres qui ont simplement du mal effectivement à utiliser et à s'approprier ces outils. Alors c'est d'autant plus problématique qu'aujourd'hui effectivement il y a une montée en puissance de la dématérialisation. Vous savez, il y a ce fameux objectif de 100% de dématérialisation des procédures administratives à l'horizon 2022. Je ne sais pas si on l'obtient, enfin, on atteindra si l'État pourra atteindre cet objectif, mais en tout cas, il pousse très fort. Bon, on a vu déjà qu'on dématérialise effectivement la déclaration d'impôt. Pour trouver un emploi sans maîtrise d'Internet, ça devient quand même très difficile. Et en plus de ça, effectivement, du coup, il y a une foule de problèmes qui se posent. Alors, ce qui est important et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, les collectivités locales et les territoires et les villes sont en première ligne sur ces sujets. C'est pour ça aussi que peut-être c'est un sujet très sensible aujourd'hui au niveau des élus. Moi j'ai le sentiment, en tout cas en circulant, j'ai la chance de circuler un peu partout en France, de voir que effectivement, aujourd'hui, tout le monde s'empare, en tout cas toutes les collectivités locales s'emparent du sujet, mais effectivement n'ont pas forcément toujours les moyens de leurs ambitions en la matière. Alors, c'est en tout cas, comme je l'ai dit, un problème à grande échelle qui suppose peut-être la mise en place à terme de process, entre guillemets, industriels, en tout cas pour avancer. Je vous propose que, donc, dans le cadre de cette table ronde, qu'on essaie d'y voir un peu plus clair. Bon, on a la chance d'avoir un certain nombre d'acteurs directement impliqués dans ce processus et dans cette démarche. D'abord, deux collectivités, en la personne donc, de Pierre Ferrari, qui est donc, directeur de la stratégie et du numérique de la ville d'Arras. Thomas Dudebout, voilà, j'étais sûr que j'allais le faire. Qui est adjoint démocratie de proximité et à la coordination des actions de quartier à Saint-Quentin. Donc deux villes qui sont assez engagées effectivement sur des programmes, disons, de lutte contre l'inclusion, d'inclusion, de développement de l'inclusion numérique. Ensuite, on a effectivement deux acteurs représentants des opérateurs télécoms qui sont également aujourd'hui assez actifs, je dirais même très actifs sur ce domaine. D'abord parce qu'eux aussi, d'une certaine manière, ils sont en première ligne par rapport aux services qu'ils développent. Et donc, soit à travers les fondations, soit directement, les deux d'ailleurs, souvent, ils interviennent aussi sur ces sujets. Et on verra de quelle manière, effectivement, ils établissent également des relations avec les collectivités en la matière.
Et puis bien sûr, effectivement, un représentant d'un opérateur public important, Pierre-Louis Rolle, qui est directeur général adjoint de la mission Société numérique, opérateur important, puisque c'est effectivement l'opérateur un peu incontournable, en tout cas sur la mise en place et l'accompagnement des territoires, mais aussi des entreprises, puisque vous intervenez aussi sur ce secteur, en matière en tout cas d'inclusion numérique. Alors, il y a aussi un dernier intervenant qui n'est pas là pour le moment, mais qui va peut-être nous rejoindre, donc Patrick Molinos, qui est vice-président de l'innovation et du développement numérique des territoires. C'est intéressant aussi d'avoir le point de vue d'une région. Pourquoi? Parce que effectivement, disons que la région, c'est un niveau plus global, et c'est aussi un acteur qui peut jouer un rôle dans l'accompagnement des territoires et d'autres acteurs. Bon, j'espère qu'il aura, doit être sans doute retenu quelque part et qu'il pourra nous rejoindre. Alors peut-être pour commencer tout de suite et pour poser un peu le sujet, je vais demander effectivement à Pierre-Louis Rolle de la mission Société numérique, peut-être de donner quelques métriques, quelques chiffres, et puis peut-être de rappeler aussi les dispositifs, parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent en place. Alors bon, après on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais en tout cas il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment, et peut-être qu'il est bon, pour engager un peu l'échange et ce débat, de commencer par ça. Alors je vous laisse la parole. Vous avez un micro? Oui. Merci. Je ne sais pas si... Oui, il fonctionne? Oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne, très bien. Donc effectivement, vous évoquiez en introduction le chiffre de 13 millions de Français en difficulté avec le numérique. C'est un chiffre qui émane de la mission Société numérique, parce qu'effectivement, c'est une mission qui est assez récente, qui a un peu plus de 3 ans. Et dès le départ, on a voulu essayer de quantifier quels étaient ces Français qui étaient en difficulté à cause du numérique ou qui gagnaient du pouvoir d'agir grâce au numérique, afin de pouvoir évaluer et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement. On savait depuis quelques années déjà qu'il y avait un problème d'accès aux droits qui était fait par la dématérialisation des services publics. Les élus locaux étaient en première ligne notamment pour faire cette remontée d'alerte. Mais quels étaient vraiment les Français affectés par cela? Donc c'est vrai que le chiffre de 13 millions manque de finesse, mais on l'assume. Pour nous, on s'appuie sur 2 enquêtes fondamentales sur lesquelles on s'appuie, l'enquête Capacity et le baromètre du numérique qui est fait avec l'ARCEP tous les ans. Et ce chiffre de 13 millions, en fait, c'est un peu pour nous le chiffre pour lancer l'alerte. Ça recouvre par exemple 3 à 4 millions de personnes qui sont en rupture de banc avec le numérique, qui ne se connectent jamais, jusqu'à 5 à 6 millions de Français qui sont en difficulté immédiate, voire en rupture de droit à cause du numérique, et les Français qui sont en grande difficulté pour acquérir de nouvelles compétences. Mais en réalité, on pourrait considérer que beaucoup plus de personnes sont en difficulté numérique. Parce qu'une des choses qu'on a appris à travers ce dialogue régulier avec le monde de la recherche et les études, c'est qu'il n'y a pas de fracture numérique. Il n'y a pas les exclus d'un côté, les inclus de l'autre. C'est quelque chose de dynamique. On ne sait pas qui seront les exclus du numérique de demain. Et par exemple, si parmi les populations non diplômées, on a jusqu'à 70% de personnes qui sont mal à l'aise vis-à-vis de l'utilisation d'un ordinateur de bureau, c'est pas pour autant que ces personnes n'ont pas de compétences numériques, qui peuvent utiliser un smartphone, mais qui ne sont pas reconnues légitimes par l'administration. Donc c'est comment on va s'appuyer sur ces compétences-là pour bâtir des programmes d'accompagnement, pour les permettre de monter en compétences et de les emmener vers une autonomie d'utilisation du numérique. Sans oublier qu'il y aura des personnes à accompagner néanmoins. Alors, c'est un problème effectivement à grande échelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est effectivement dans la mise en place des dispositifs d'accompagnement, de déploiement, justement, pour réduire effectivement cet obstacle? Est-ce qu'aujourd'hui, on est effectivement sur la bonne voie? Parce que, bon, 1 million de gens en difficulté, c'est déjà beaucoup, mais 13, 15, 16, c'est énorme. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce problème, il y a une prise de conscience. Maintenant, est-ce que les moyens suivent? On fait en sorte qu'ils suivent, effectivement. L'objectif, c'est d'avoir une grande alliance pour arriver
à accompagner un aussi grand nombre de personnes, à la fois avec les collectivités, avec l'État qui doit prendre sa part, avec les associations, avec les opérateurs, pour arriver à accompagner tout le monde. Et la logique qui est derrière, c'est d'arriver à multiplier les points d'accompagnement de la population dans leur grande diversité. Il y avait les espaces numériques historiquement, il y a aussi les tiers-lieux, les Fab Labs, les bibliothèques, les médiathèques. Et le premier objectif de la stratégie qu'on essaye de mettre en place, c'est comment est-ce qu'on va outiller tous les aidants qui sont en première ligne pour accompagner ces populations. Donc c'est la logique des hubs de l'inclusion numérique qui ont été mis en place avec la Caisse des dépôts pour fédérer tous les acteurs publics et privés dans les régions. C'est la logique des services numériques. C'est des centres de ressources en fait, c'est ça, des centres de ressources. Qui ont vocation à accompagner tous les acteurs qui interviennent sur le terrain. Oui. C'est-à-dire les collectivités, peut-être aussi les acteurs économiques. Alors, en priorité, non, c'est plutôt les collectivités aujourd'hui. Ça dépend, ils vont accompagner les acteurs économiques, enfin les acteurs privés qui s'occupent de l'accompagnement de ces personnes. Et les professionnels, la médiation. Et les professionnels, voilà. Ils font de la formation de formateurs et du conseil aux collectivités. Et nous, pour tous ces professionnels, on donne aussi des outils, notamment de sécurisation juridique pour l'accompagnement dans les démarches en ligne, avec la start-up d'État Aidant Connect, avec tout un tas d'autres services et outils qu'on met à leur disposition. Mais au final, l'outil pour connecter tous ces lieux d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle le pass numérique. D'accord. Le pass numérique, pour lequel on injecte 10 millions d'euros de l'État en cofinancement pour les collectivités. Ça fonctionne un peu comme un chèque déjeuner. Vous êtes en difficulté avec le numérique, vous allez à un guichet de service public, on va vous remettre un pass numérique, un carnet de chèques physique qui fonctionne sur un code culturel que tout le monde comprend. Et ce pass, vous allez pouvoir l'échanger contre 1, 2, 3, 4, 10 heures de formation dans un lieu de formation adéquate. Et c'est un outil qui permet d'agréger des financements publics, des financements privés, pour aller contre-payer ces heures de formation dans des lieux qui peuvent être mis en place par des communes, par des associations, par des centres sociaux, etc. Donc c'est à la fois un outil de consolidation de filière, de consolidation économique, et aussi d'orientation et de ciblage très précis de ces personnes en difficulté. Merci. Merci pour ces précisions, ou ce rappel aussi. Maintenant, je voudrais donner tout de suite la parole aux villes pour voir de leur point de vue, c'est-à-dire sur le terrain, comment elles vivent ce problème. D'abord, est-ce que vous sentez effectivement la pression de la part des usagers sur ces questions? Est-ce que vous avez des retours? Et ensuite, comment, au niveau des politiques publiques, vous mettez en place des dispositifs appropriés? Alors, je sais pas, j'avais prévu de commencer par Arras. Je sais que vous souhaitez intervenir aussi, mais de toute façon, on aura un peu de temps pour revenir sur ce sujet, sur le sujet effectivement des moyens. Peut-être Arras nous dire rapidement comment vous intervenez sur ce sujet, parce que c'est important aussi d'avoir quelques cas d'usage et quelques expériences à présenter pour voir comment, au niveau des villes moyennes, parce que le sujet quand même, je le rappelle, c'est les villes moyennes, comment aujourd'hui elles interviennent sur ce problème. D'abord, vous dire qu'avec Saint-Quentin, on est sur la même logique de stratégie concernant l'inclusion numérique, donc on sera extrêmement complémentaires l'un et l'autre. À Arras, la genèse d'abord du projet de la stratégie numérique, ça remonte à il y a 2 ans, une volonté du maire d'Arras, Frédéric Le Turc, de travailler sur les transitions, notamment la transition numérique. La première des étapes, pour moi, qui suis directeur de la stratégie numérique à la ville, ça a été de rencontrer les usagers de la collectivité, les usagers de la ville d'Arras. Donc on a mené une grande enquête auprès de 500 Arageois. Et au cours de cette enquête, on s'est rendu compte qu'on avait les 3/4, 75% des Arageois qui rencontraient des difficultés de près ou de loin, à des degrés différents, concernant le numérique, concernant l'e-administration, l'e-fiscalité. À partir de là, on a identifié les fractures. Moi, je parle bien de fractures numériques. C'est un mot important, c'est un mot qui concerne nos populations. La fracture générationnelle, qui est prégnante à Arras. La fracture sociale et culturelle, qui est également importante. Et puis évidemment, la fracture géographique, qui se réduit au fur et à mesure. À partir du moment où on prend conscience qu'il y a un problème de fracture numérique dans la stratégie de la ville, la stratégie d'inclusion numérique a été prioritaire. Et donc, les moyens ont été mis pour essayer de répondre à ces besoins, essayer de retrouver une équité face au numérique pour nos populations, parce que c'est aussi le rôle des collectivités. Malheureusement, et pour répondre très directement à votre question, on se sent bien seul aujourd'hui pour faire face à cette lutte contre les fractures numériques et mettre en place cette stratégie d'inclusion numérique. Alors nous, on s'appuie sur quoi? Sur le CCAS, sur les centres sociaux. On essaie de nouer des partenariats parce que financièrement, pour les collectivités, les villes moyennes, c'est de plus en plus compliqué. Baisse des dotations de l'État, suppression de l'habitation. Ça c'est important ce que vous dites, parce que j'ai remarqué que face à la frugalité des moyens, finalement, les villes étaient en train, essayer quand même par tous les moyens
disons, de nouer des partenariats avec des acteurs susceptibles aussi de participer, disons, à l'action. Ça nous est indispensable. Alors chez nous, on a noué un partenariat, on a signé une convention avec la FP2I, qui est un centre de formation qui nous permet d'avancer sur cette thématique. D'autres partenariats, notamment avec La Poste, dans le cadre de formation au numérique pour nos publics les plus en difficulté. Demain également avec Orange, qui est à nos côtés aujourd'hui, cette volonté de travailler également sur ces publics en difficulté. Oui, on va en parler. Tous les partenaires qui ont cette volonté de donner un coup de main aux collectivités, parce que je pense que c'est des partenariats qui sont gagnants-gagnants. En tout cas, nous, on en a vraiment le besoin aujourd'hui. Alors, quand on parle de partenariat, effectivement, sont présents effectivement à cette table ronde deux acteurs quand même assez centraux, en tout cas dans les politiques publiques de développement du numérique, même si ce sont des acteurs privés. Donc je voulais me tourner vers Anita Iriart-Sorondo, qui est donc directrice marketing innovation et nouveaux usages chez Orange, enfin groupe Orange. Aujourd'hui, donc, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous nous disiez un petit peu comment vous travaillez sur ce sujet dans un groupe comme le vôtre. Je sais que à la fois à travers la fondation, il y a toute une série d'initiatives qui sont prises. Et puis aussi dans le cadre de partenariats que vous nouez avec les collectivités. Alors peut-être justement c'est intéressant de rebondir sur ce qu'a dit à l'instant Pierre Ferrari. Peut-être nous dire un peu comment aujourd'hui vous travaillez donc sur ce chantier. Alors, merci déjà de nous avoir invités, merci de nous permettre de partager sur ces sujets. Moi, je trouve toujours très intéressant d'avoir ce type d'échange et de partage, parce que d'abord, on apprend beaucoup de l'expérience des uns et des autres, et puis je pense qu'aussi on prend conscience, et on prend de plus en plus conscience de la nécessité d'unir nos efforts pour justement éviter que les fractures numériques se creusent et qu'à nouveau, il y ait des fractures sociales qui se créent dans la société française. On a vu ces derniers mois que quand une société se fracture, c'est jamais très bon, c'est bon pour personne. Et du coup, je pense qu'on a une responsabilité particulière en tant qu'acteur du numérique, en tant qu'opérateur de réseau tout d'abord, puis d'opérateurs multiservices comme les Orange de plus en plus aujourd'hui, de prendre notre part du travail et puis de prendre notre part de la responsabilité pour amener l'ensemble des publics vers le numérique. Ce que l'on constate aussi, c'est que souvent la problématique d'insertion, c'est une problématique qui est très multifactorielle. C'est-à-dire que les publics qui sont écartés du numérique sont c'est parfois assez inattendu. Donc je trouve très intéressant l'étude que vous avez menée. On se fait parfois de très fausses idées, mais en tout cas, il y a un facteur commun, c'est que les gens ont du mal à en parler et ont du mal à sortir de leur isolement pour se rapprocher d'acteurs qui peuvent les aider. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on unisse nos efforts. Alors, chez Orange, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille sur cette notion de comment réduire cette fracture numérique, comment accompagner vers le numérique des publics qui en sont éloignés. On le fait parce que finalement, c'est assez intégré dans notre génétique d'entreprise. J'aime pas trop le terme d'ADN pour une entreprise, ça me gêne toujours un peu de l'utiliser, mais en tout cas, on a une culture d'entreprise qui se prête à cela. Et on a parmi nos salariés énormément de volontaires qui vont sur le terrain, qui vont travailler au plus près des personnes exclues pour les accompagner, leur faire comprendre ou les aider en tout cas à démystifier un certain nombre de choses. Donc on travaille énormément au travers de notre fondation. On travaille également sur des offres de services. Alors ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille sur l'accessibilité des services. On est l'un des seuls opérateurs, à mon sens, mais vous me direz si je me trompe, on est le seul opérateur en France et on est l'un des seuls opérateurs dans le monde à avoir un laboratoire des usages qui nous permet d'avoir l'œil des sociologues sur ce que sont les pratiques et comment on peut accompagner les publics vers l'offre de services et réduire cette fracture. Donc ça, ce sont des données qui sont très importantes parce que derrière, ça irrigue l'ensemble de nos offres de services. Très concrètement, ça fait plusieurs années que la Fondation Orange travaille au plus près des publics, ça fait des années qu'on travaille avec Simplon, ça fait des années qu'on travaille au travers des Fab Labs solidaires. Moi j'ai en tête l'exemple d'un Fab Lab solidaire qui est dans les quartiers nord de Marseille, alors c'est pas une ville médiane,
Mais quand on parle d'exclusion et qu'on se penche un peu sur des quartiers comme ceux-là, on se rend compte que le numérique est à la fois une opportunité et est un handicap parfois, mais c'est aussi une opportunité. Et dans ce Fab Lab solidaire, moi j'ai l'image de ces jeunes femmes comoriennes qui ont travaillé sur des projets personnels et qui de cette façon ont même créé leur entreprise. Donc dans le textile, dans la confection, dans la fabrication de bijoux. Et c'était des personnes, je vous assure, qui étaient très très éloignées de l'emploi et qui avaient beaucoup de difficultés à trouver leur place dans la société. Alors pour être très concret... Oui, sur le volet collectivité locale, alors comment c'est un des aspects, hein, c'est un des aspects mais que vous venez d'évoquer. Et sur en particulier ce que vous m'aviez dit dans la préparation, c'est-à-dire sur les maisons digitales, etc. Comment les choses se passent sur le terrain? Alors, comment les choses se passent sur le terrain? D'abord, ça commence par un dialogue. Ça commence par un dialogue avec les acteurs publics. Vous avez témoigné du rapprochement qu'on est en train de faire sur de l'accompagnement, sur de la formation. Et je pense que plus on est en amont sur les projets, mieux ça se passe. Donc notre objectif quand même, c'est de mettre à disposition des moyens. On a bien vu qu'on était sur des moyens limités. En tant qu'entreprise, on dispose d'un certain nombre de moyens. Donc on a sorti cet été une offre de service. Je souhaite en parler parce qu'elle est très innovante. Il s'agit d'une offre de bout en bout qui permet de donner accès à un prix très très raisonné et raisonnable à un accès triple play à domicile. Un accès low cost. Low cost, un accès low cost. Il est à 19,90 € et c'est du triple play. Donc je ne veux pas faire du tout la promo d'offres commerciales, mais j'en parle quand même. Et puis ça comprend également un ordinateur qui a été réhabilité, qui a été retravaillé et qui coûte 200 €. Donc c'est de la mise à disposition de l'accès, du terminal et également un package de formation qui permet aux personnes d'accéder justement à la ressource numérique et d'en simplifier l'accès. Bon, cette offre-là, elle vient de sortir, donc on va voir les résultats d'ici quelques mois. Pour la faire connaître, évidemment, on a besoin de s'appuyer à la fois sur les collectivités territoriales, qui voient ces publics, sur les associations qui ont un rôle extrêmement important. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir un tissu associatif qui est extrêmement actif, extrêmement présent, et ce sont les collectivités territoriales et les associations qui connaissent le mieux ces publics écartés. Et puis, je voulais mettre un focus aussi sur cet accompagnement en termes de formation. C'est vrai qu'on le déploie aujourd'hui au sein des boutiques Orange, donc on a des sessions de formation qui sont ouvertes à tous, il suffit de s'inscrire. On a des sessions spécifiques pour des publics éloignés du numérique, qui sont un petit peu éloignés aussi de l'emploi. Et on met ces formations-là à disposition de collectivités qui peuvent les intégrer dans leur propre programme. Donc l'idée, c'est vraiment d'être en coopération, de travailler ensemble, pas travailler tout seul, parce qu'on n'y arrivera pas. C'est une sorte de relation un peu gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. D'un côté, d'ailleurs, je note au passage que la coopération, le partenariat avec La Poste s'est arrêté et vous avez jumpé sur... Il se termine avec La Poste qui mettait à disposition en fait, un formateur pour des sessions de formation qui duraient 3 demi-journées. Ça nous a permis de former 200 Arageois aujourd'hui aux outils numériques. Comme quoi il faut se battre et on enchaîne derrière avec Orange qui prend la suite. Voilà. Alors je voudrais en profiter tout de suite pour passer aussi la parole à Cyril Franzenegger. Alors, qui également s'appuie, qui est vice-président, qui est directeur de... Non, qu'est-ce que je dis? Administrateur de la Fondation SFR, pardon. Donc, et fondation aussi, donc un opérateur, en quelque sorte, qui intervient sur le sujet. Alors, vous avez aussi, vous intervenez depuis pas mal de temps. Vous avez un choix un peu indirect, mais qui, lui aussi, est assez impactant en finançant des associations. Alors, en plus, en travaillant, effectivement, sur des publics extrêmement défavorisés et en passant en tout cas des conventions, en aidant des acteurs comme Emmaüs Connect qui sont maintenant inscrits complètement dans le paysage, y compris dans le paysage des collectivités. En fait, moi j'aimerais replacer l'homme avec un grand H au cœur du numérique et l'humanité dans tout cela et vous raconter très rapidement l'histoire de comment on en est arrivé là. La fondation SFR, il y a 15 ans, c'était une fondation pour l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, la fondation SFR, c'est une fondation pour l'inclusion numérique, on va dire l'accompagnement des plus fragiles, parce que là aussi, il y a la rupture sémantique. Je préfère parler d'accompagnement des plus éloignés du numérique au terme d'inclusion numérique. On va rester et laisser toujours l'homme
au cœur du sujet. Et comment on en est arrivé là? La Fondation SFR a un dispositif qui permet de libérer du temps pour des bénévoles, des collaborateurs qui peuvent aller donner du temps dans des associations de type Emmaüs. Il y a une dizaine d'années, ces collaborateurs sont revenus voir la Fondation en disant « Mais le sujet, il y a un sujet qui est apparu qui est l'éloignement des plus démunis au numérique. » C'est-à-dire les gens de la rue, les gens dont s'occupe Emmaüs. Et très vite, le président de la Fondation de l'époque a été sensibilisé à ce sujet, que quelqu'un qui est au RSA et qui a un reste à vivre de 400 € et quand il a une dépense téléphonique à l'époque de 150 €, il y avait quelque part un problème. Donc là, on est bien au niveau de comment on gère l'homme au cœur du numérique et comment on le fait évoluer vers des dispositions différentes. Et de cette époque, nous avons été, avec Emmaüs Connect, pionniers dans le domaine de l'inclusion numérique et de l'accompagnement des plus éloignés. Ça a commencé d'abord par l'ouverture de points de connexion solidaires. Aujourd'hui, il y en a 12 en France, qui permet l'accompagnement de ces personnes, qui permet aussi de leur fournir une mobilité numérique, etc., à des tarifs très solidaires. Et puis ensuite, l'aventure a continué dans le cadre d'une co-construction avec Emmaüs Connect. Et donc, après cette offre solidaire, nous avons lancé des parcours d'accompagnement de ces publics au numérique. Nous avons lancé Click and Job, qui permet de faire des CV en ligne, etc., etc. Et aujourd'hui, les collectivités sont au cœur du dispositif, parce que c'est les CCAS, les travailleurs qui gèrent ces publics, qui utilisent les services que nous proposons avec Emmaüs Connect. Et du coup, avec Emmaüs Connect, nous avons pensé à ces aidants. On a dit, mais ces aidants, ils sont peut-être aussi démunis à la façon dont il faut aider ces publics-là. Et donc, avec We Take Care, qui est une petite sœur de Emmaüs Connect, nous avons accompagné et aidé aussi ces aidants. Et voilà donc toute l'aventure qui, depuis 10 ans, dure entre SFR et Emmaüs Connect pour permettre l'ensemble de ces dispositifs d'aider ces personnes qui sont éloignées du numérique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Emmaüs Connect aussi conseille un certain nombre de collectivités locales sur les dispositifs à mettre en place, donc fait partie aussi des acteurs qui accompagnent, disons, dans le domaine, je dirais, de l'ingénierie, en tout cas, les politiques publiques locales. Exactement, vous avez raison. Alors, Thomas Dudebout, vous vouliez intervenir, donc là, je vais vous donner la parole. Peut-être nous rappeler rapidement aussi, parce que c'est vrai que c'est une démarche qui est assez proche de celle d'Arras, mais avec aussi des facettes particulières. Donc peut-être mettre un peu l'accent là-dessus, puis après peut-être nous donner aussi votre sentiment sur la situation que vous vivez et sur vos capacités aujourd'hui à résoudre les problèmes qui se présentent. Bien, mais merci beaucoup. Bah oui, effectivement, j'avais envie d'intervenir, mais j'ai envie de dire que je suis aussi venu pour ça. Dans un premier temps, à Saint-Quentin, mais c'est vrai que c'est similaire avec ce qui se passe à Arras, c'est d'abord nos usagers, nos habitants, qui nous alertent sur leurs difficultés d'accès aux outils. Première chose, c'est est-ce qu'on a Internet? Deuxième chose, c'est quand j'ai Internet, est-ce que j'ai l'outil pour me connecter à Internet? Troisième chose, est-ce que j'ai la compétence? Puis quelquefois, on cumule même les trois facteurs qui font qu'au final, vous êtes complètement décroché. À Saint-Quentin, vous voyez, moi je suis adjoint à la démocratie de proximité, c'est-à-dire à la participation citoyenne, au fait de co-construire des projets avec la population. Et c'est de là que ça part. On a un lieu dédié à la démocratie de proximité. On est sollicité par des conseillers de quartier qui nous disent « Mais attendez, la ville, il va bien falloir que vous mettiez quelque chose en place. Aujourd'hui, je dois faire toutes mes démarches par Internet, mais je ne sais même pas m'en servir. » Ça, c'est un constat qu'on fait en direct avec les habitants. C'est le constat que font nos agents qui sont sur le terrain, qui accueillent les publics, que ce soit dans les centres sociaux, dans les CCAS, mais même à l'état civil, quels que soient les services où vous accueillez un public. Vous avez souvent quelqu'un qui vient vous voir pour vous dire « Mais comment je fais pour déclarer mes impôts en ligne ?» Et vous vous demandez « Mais qui va m'aider pour faire ça ?» Moi, je peux vous le dire, personne. Donc c'est la collectivité elle-même qui a dû céder. Et l'idée, elle a été très simple. Les agents qui accueillent du public. Dans 99% des cas, ce sont des agents qui sont sur un outil informatique. Donc eux, ils savent déjà s'en servir. On a donc décidé de les former. On a travaillé ça avec la CAF, avec la CPM, je le dis aussi avec l'État, pour justement qu'ils puissent accompagner les usagers
à se servir de ces outils parce que la base, elle n'est pas de savoir je vais aller sur Google ou quoi, c'est déjà, moi Internet, j'en ai besoin parce qu'aujourd'hui, l'administration me l'impose. On a bien compris que l'État avait dit 2022 tout numérique. Donc il faut bien accompagner le public pour ça. On a donc décidé de s'appuyer sur nos agences, ça n'a pas coûté très cher à la collectivité, on a déployé 12 points, qu'on appelle des points solidarité 2.0, qui permettent d'accueillir des publics, de les accompagner, de les former, et de pouvoir réaliser leur démarche administrative. Ça, c'est 12 points intramuros sur l'agglo. 12 points intramuros qui sont, intramuros, qui sont répartis un petit peu sur tous les quartiers de la ville. On s'appuie sur les centres sociaux, sur le CCAS, sur la médiathèque, voilà un petit peu comment c'est déployé. Mais vous voyez, là on parle de la ville, pardon, mais je vais prendre aussi ma casquette d'élu départemental. Il se trouve que, j'entendais tout à l'heure Pierre-Louis parler du pass numérique. Le département de l'Aisne, on y a souscrit. Mais là, j'ai envie de dire, on met la charrue avant les bœufs. On va aller distribuer des passes numériques aux Axonais. Ils n'ont même pas de structure pour les accueillir, pour les accompagner. Ils vont être avec un chèque, ils ne sauront même pas où ils vont pouvoir aller le dépenser. Parce que c'est bien ça le problème. C'est les structures qui sont manquantes pour accueillir les publics. Et le public, on peut lui dire tout ce qu'on veut. S'il ne sait pas vers où se diriger, ça ne va pas avancer. Oui, mais c'est à vous de faire le travail. Évidemment, c'est à nous de faire le travail, mais je peux vous le dire, hein, il y a des prises de conscience qui doivent se faire. Je plaisante. Déjà, elles doivent être politiques. Non, mais c'est la vérité. Ici, je sais qu'il y a des élus autour de cette table, je me doute qu'on est convaincus. Mais venez chez moi dans l'Aisne, territoire éminemment rural, vous ne pouvez pas, à des moments où on a des problèmes de mobilité, etc., au moment où aussi on a eu d'abord une fracture de télécommunications, ça a été très difficile. Aujourd'hui, la fibre, on sera 100% fibré d'ici 2 ans, mais ça a été très difficile à faire entendre qu'il fallait la fibre. Ça, c'est une chose, mais à faire entendre maintenant aux élus que la fibre derrière, c'est des usages, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et nos difficultés aujourd'hui, elles sont là. Et je vais en rester là pour l'instant. Je pense qu'on va encore continuer à débattre. Bon, peut-être Pierre-Louis, un mot, peut-être pour répondre à Oui. Thomas. Oui, c'est vrai que le pass numérique, ça peut être vu comme la poule et l'œuf. S'il n'y a pas de lieu pour accueillir les personnes, ça ne sert à rien de distribuer. Et si on a des lieux pas financés et pas formés pour accueillir les personnes, c'est pas la peine d'envoyer des gens non plus. Ce que fait le pass numérique, c'est de révéler aussi les inégalités territoriales. Et notre mission, c'est de faire comment est-ce qu'on fait en sorte que toutes les collectivités peuvent faire comme Saint-Quentin et mettre en place des lieux d'accompagnement, ou comme l'Aisne avec un réseau de tiers-lieux très développé. Et c'est de reconnaître la diversité de ces lieux. Et donc c'est vrai que le pass numérique sera injecté quand le territoire sera suffisamment accompagné et aura les lieux pour le faire. Et c'est pour ça que l'opérateur du pass numérique, il travaille aussi aujourd'hui à travailler à la qualification des lieux, à la montée en gamme. Et si un lieu n'est pas prêt à être labellisé pass numérique, l'objectif, c'est pas de les exclure, c'est de leur permettre d'arriver à offrir ce service-là. Donc c'est vrai que ça, c'est une politique un peu de long terme, mais c'est un effort de consolidation économique de ces lieux et de stabilisation aussi du réseau et d'accompagnement des collectivités pour le faire. Mais je prends votre point là-dessus. J'entends, mais ça va être là le problème, c'est que aujourd'hui, les collectivités, après il y aura des structures aussi associatives, n'ont pas les moyens, si elles ne le font pas aujourd'hui, on peut reconnaître une commune de 300-400 habitants, ne va pas pouvoir dire moi je vais ouvrir un tiers-lieu numérique, alors après elle peut essayer de trouver des partenariats, etc. Mais c'est franchement pas évident dans les plus petites collectivités, vous le dites très bien, à Saint-Quentin pour nous c'est plus simple, on a quand même quelques moyens, on est capable d'être opérant sur ce genre de choses. Mais il faut bien penser que sur la ruralité, là vraiment, et je le dis aussi parce que je le vois beaucoup avec beaucoup d'élus ruraux, on a l'impression de ne pas être entendu sur ces questions-là. Et pardon de le dire, mais c'est quand même une réalité. Alors c'est là peut-être où on peut donner aussi la parole à Patrick Molinos, donc qui, je rappelle, est vice-président de l'innovation et de développement numérique et des territoires, la région Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que dans ce cadre, la région peut jouer un rôle, disons, positif dans l'accompagnement des politiques publiques locales, et si dans l'affirmative, peut-être pas couvrir tous les besoins, mais peut-être apporter quelques effets leviers. Et dans cette perspective, sous quelle forme aujourd'hui vous le faites au niveau de la région? Vous avez déjà entendu un élu vous expliquer que sa collectivité servait à rien? Non, donc... J'espère bien, mais encore faut-il dire comment. Donc déjà, je vous rassure, nous sommes très à la manœuvre sur ce sujet et on espère qu'on sera très utile.
Le sujet de l'inclusion dans les villes médianes et plus largement de l'inclusion, c'est en réalité quelque chose qui doit nous occuper quotidiennement. J'ai beaucoup apprécié ce que je viens d'entendre du collègue qui vient de Saint-Quentin, parce que c'est un sujet d'intérêt général. C'est un sujet pour lequel la parole publique doit être, une parole publique doit être portée, et c'est pas un sujet qui se limite à des catégories de population spécifiques. Les degrés d'éloignement du numérique, ils sont extrêmement variables. Ils peuvent aller effectivement de celui qui cumule le je ne sais pas faire, je n'ai pas les moyens techniques, je n'ai pas les moyens financiers, et puis sur cette gamme-là, et même sur le je ne sais pas faire, la palette est extrêmement vaste. Donc nous avons eu la chance, grâce à la Caisse des dépôts et un appel à projet lancé par l'État, de porter là pour 1 an et demi une mission dans le cadre de cet appel qui s'intitule sobrement, comme tout ce qui veut avoir l'air innovant aujourd'hui en anglais, Hub France Connecté. Donc moi je combats ça absolument, je suis fatigué au quotidien de ces anglicismes qui veulent nous donner des airs modernes, donc moi j'appelle ça une plateforme, voilà. Et en gros ce qu'on va essayer de faire pendant 18 mois, c'est d'identifier sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté tous les acteurs qui de près ou de loin s'intéressent à cette question d'inclusion. On a entendu, il y a des acteurs privés importants, voilà, on en a 2 à notre table là. Oui. On a un réseau de tiers-lieux et donc de bénévoles extraordinaires. Et puis on a aussi des acteurs publics. Et moi, mon feeling, bien joué pour l'anglicisme, mon sentiment, c'est qu'on ne pourra pas relever ce défi qui, à mon avis, concerne largement plus que ce que les chiffres nationaux nous disent. Ils nous disent 13 millions de personnes. Moi, je pense que c'est grosso modo la moitié de la population. Oui, oui. Et en fonction des secteurs géographiques, en fonction de l'accès tout simplement aux technologies, ça peut même aller bien au-delà. Si on veut relever ce défi au-delà de mesures symboliques, certes importantes, mais quelques dizaines ou quelques centaines de lieux à l'échelle nationale, ça ne répond pas à la mobilisation qui doit être lancée. Moi, mon sentiment, c'est qu'on ne réussira pas à relever le défi de l'inclusion si on n'arrive pas à mettre en mouvement tous les acteurs publics et essentiellement le bloc communal, parce que c'est dans les communes et les intercommunalités, à travers les centres sociaux, à travers les médiathèques, à travers les accueils, dans nos accueils, effectivement, nos agents, ils sont au contact du public, ils utilisent l'informatique, le numérique, au moins dans sa version basique, et ils sont tous en capacité, si on les forme, à la fois de diagnostiquer le premier niveau de méconnaissance éventuelle, et éventuellement, si on y met un peu de moyens, d'accompagner sur ce premier niveau. Donc le rôle de la région, évidemment, une grande région fusionnée, ne va pas pouvoir à elle seule mobiliser ses troupes pour, dans chacune des 3700 et quelques communes de Bourgogne-Franche-Comté, répondre aux interrogations des habitants. Donc dans le cadre de l'appel à projet, on recense et on va essayer de créer un mouvement, de le coordonner, et puis d'apporter autre chose qui me semble extrêmement important, parce qu'il faut savoir ce dont on parle, et là je rebondis sur la remarque sur le pass. Moi, faire un chèque pour accéder à une formation sans qu'il y ait de référentiel sur la formation, sans savoir exactement ce que l'on va y dire, et sans qu'il y ait les lieux, donc je complète ce qui a été dit sur les lieux, me semble peut-être être une manière de mettre la charrue avant les bœufs, même si à un moment donné, ça peut avoir du sens. Donc il faut qu'on recense, il faut qu'on organise, et il faut qu'on travaille à la définition d'un référentiel pour dire qu'est-ce que c'est que de passer du degré 0 au degré 1, au degré 2, au degré 3, au degré 4, je ne sais pas, afin qu'à la fin, personne ne soit laissé au bord du chemin. C'est à ça que la région va essayer, notamment dans le cadre de cet appel à projet, et avec un GIP qui s'occupe des collectivités locales, le GIP Territoire numérique de Bourgogne-Franche-Comté, c'est à ça que nous travaillons. Pardon, j'ai été long comme d'habitude. Non, non, pas du tout. Écoutez, peut-être à ce stade, il y a des questions dans la salle, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment une salle, mais est-ce que vous avez des questions à poser ou des remarques à faire d'ailleurs hein, sur ce qui vient d'être dit? Il nous reste un quart d'heure, donc après, effectivement, on refera un tour de table rapide.
pour conclure un peu cet échange. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, attendez, je vais vous apporter le micro, ça sera plus simple. Donc Catherine Fleurier, vice-présidente de Nevers Agglomération, chargée de la cohésion sociale et vice-présidente du Centre communal d'action sociale de Nevers. Donc on a aussi, comme vous, recensé donc dans la commune des besoins, hein, développé également des accueils, des points d'accès numériques. Voilà. Alors se pose effectivement la question des moyens, puisqu'on l'a fait par nous-mêmes. On a débuté avec un jeune en service civique et puis un ordinateur au CCAS. Et puis maintenant, on a 3 médiateurs numériques et des permanences dans tous les quartiers. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que vraiment la population s'empare de cet outil progressivement, avec les 2 collaboratrices là, qui pilotent ce projet. Voilà, mais les moyens, voilà, où sont-ils donc c'est vrai que pour l'instant, c'est entièrement à notre charge, effectivement. Bon, voilà, et peut-être il y a des partenariats à nouer avec la Fondation. On veut bien effectivement collaborer au niveau de la région aussi pour faire état de notre expérience. On a développé aussi un livret numérique en faisant le recensement de tous les points d'accès menés par tous les partenaires du territoire. Alors c'est un outil papier parce qu'au moins les gens ils ont un document sur lequel ils peuvent s'appuyer. Voilà, donc un réseau des acteurs aussi nous semblerait intéressant pour que tous ces points d'accès numériques soient entre eux un peu connectés aussi et que les gens se forment aussi, mais se parlent aussi déjà. Voilà, on s'est donné des moyens, mais voilà, c'est vrai qu'on manque de support. Merci pour cette remarque et ce constat. Écoutez, il nous reste 10 minutes. Je propose quand même qu'on fasse un dernier tour de table. Pardon ? Je peux apporter un élément allez-y, à bien sûr, Madame, bien parce sûr. que l'une des missions dans le cadre de la plateforme, du hub, c'est notamment... Je suis obligé parce que le directeur adjoint de la mission Société numérique est là, donc il faut quand même que de temps en temps je fasse 1 ou 2 anglicismes, mais oui, parce qu'on a quand même besoin d'eux, puis ils sont efficaces quand même. Donc, on n'est pas la société digitale, on est donc, la société non, on n'est numérique. pas la société digitale. On peut rester en français. Mais une des missions, c'est effectivement de s'interroger, de trouver le moyen ou les moyens de financer. Maintenant, là aussi, j'ai un sentiment, à mon avis, si les collectivités ne prennent pas en charge les choses, voilà, et ça devient une mission nouvelle, complémentaire, supplémentaire, on n'arrivera pas à relever le défi. Je pense qu'à chaque niveau, il faut qu'on trouve son rôle. La coordination, encore une fois, le référentiel, ça on peut le faire ensemble. Trouver peut-être des ressources privées, mais après, on sait bien à la fin que le niveau de base, c'est la commune, l'interco, et que ça peut devenir une mission nouvelle parce que tous les jours on apprend aussi, on s'adapte et il ne faut pas toujours aller chercher à l'extérieur, c'est aussi un choix politique. Mais ça m'interroge aussi du coup sur le pass, parce que moi j'ai une inquiétude personnelle sur le pass, c'est que je ne voudrais pas que ça serve à financer des opérateurs qui apparaîtraient sur le marché comme ça un peu spontanément. Voilà. Donc je pense qu'il faut le regarder positivement, mais il faut être prudent sur cet aspect-là. Je pense que si on veut porter une parole, encore une fois, une parole publique d'intérêt général, il vaut mieux s'appuyer sur les collectivités dans un partenariat intelligent, éventuellement avec de grands opérateurs privés. Je pense que là, on trouve des ressources. Mais au-delà, ça me semble plus compliqué. Cyril Frantz, peut-être deux qui voulaient intervenir. Je voulais juste rebondir sur votre intervention et l'intérêt que vous portez. Parce qu'aujourd'hui, une de nos forces, en effet, c'est tout ce qu'on a co-construit avec Emmaüs. Une de nos petites faiblesses, c'est que pour l'instant, on est très présent dans les grandes villes et qu'aujourd'hui, notre stratégie avec Emmaüs Connect, c'est de réfléchir au monde rural et aux villes médianes. Parce que c'est aussi des territoires qui nous intéressent spécialement et c'est un peu nos axes de développement. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter sur ce sujet. C'est vraiment pour nous un point d'intérêt d'actualité. Pierre-Louis, vous répondez à Patrick Molinos. Je voudrais dire que je souscris totalement à votre diagnostic à la fois sur les populations cibles et sur le rôle de chacun des acteurs d'accompagnement public
je signe à 100% sur le diagnostic. Et sur le pass, effectivement, l'effet d'aubaine, on y a effectivement beaucoup réfléchi, on s'est penché dessus. Je ne suis pas forcément convaincu. Ça demande quand même un savoir-faire auprès des populations qui sont concernées et auprès de l'opportunité d'affaires qui fait qu'à mon avis, il n'y aura pas beaucoup d'acteurs privés ou d'acteurs qui ne sont pas là pour défendre l'intérêt général qui vont se presser pour aller former des populations en difficulté au numérique du jour au lendemain. Et c'est effectivement beaucoup d'acteurs publics qui vont être en première ligne dès le départ. Et c'est aussi, le pass a été vu comme un outil de consolidation et de moyens supplémentaires pour les communes. C'est aussi pour ça que le premier appel à projet était réservé au niveau supérieur, parce qu'aujourd'hui les communes sont en première ligne, et quand un lieu municipal est labellisé pass numérique, les bénéfices de l'État ou d'un opérateur privé qui veut former ses usagers ou ses clients au numérique, c'est aussi des moyens complémentaires qui vont à la commune. Donc au bout du bout, pour nous, c'est aussi un moyen d'aide à pérenniser des lieux municipaux d'accompagnement. Et effectivement, il doit être vu, le pass seul, il ne va pas forcément fonctionner. Ouais. C'est avec les hubs ou plateformes pour l'inclusion numérique qui vont permettre d'accompagner les lieux, d'accompagner les collectivités. Ça va être un travail de long terme pour faire que ce réseau se mette en place, parce qu'effectivement, 300 lieux, c'est pas suffisant. 10 lieux, c'est pas suffisant. Là, on a un enjeu de massification et il faudra des nouveaux acteurs aussi qui viennent sur le marché. On reviendra sur ce point, Pierre. Une minute, Pierre vraiment rapidement. Dire à madame qu'on partage, on vit la même chose, nous, à Arras, que ce que vous vivez à Nevers, et exprimer un regret. Et je profite de la présence de Pierre-Louis aujourd'hui pour lui dire que je regrette profondément que dès l'année prochaine, mais même déjà aujourd'hui, dans les années qui viennent, on contraigne les gens au numérique, à l'e-administration, à la e-fiscalité. Pour nous, sur le terrain, en tant que collectivité, il n'y a rien de pire, notamment sur une nouvelle thématique comme le numérique, que de contraindre les gens. Donc il y a une obligation légale dès l'année prochaine pour la feuille d'impôt en ligne. Aujourd'hui, on n'est pas prêt, nos populations ne sont pas prêtes, on n'a pas de moyens supplémentaires, alors on essaie d'y répondre comme on peut, mais ça c'est un vrai regret que je tenais à exprimer. Oui, bonjour à tous. Donc Martina Kellery, la communauté d'agglomération Raci Pays de France. J'ai une question, donc peut-être on va essayer de, je ne sais pas si je pourrais avoir 2 retours. Donc bon, le cerveau pensant, c'est la mission société numérique, déjà en premier lieu. Donc est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques outils, comment justement monter, comment mettre en place une stratégie d'inclusion numérique, parce que je pense que vous avez... Je vous pose la question parce que je sais que vous avez travaillé là-dessus. Et puis éventuellement aussi pour être plus sur une démarche bottom-up, donc voir une expérience d'une collectivité, voilà, parce que bon, ça peut être aussi très intéressant. Je vous remercie. À qui était adressée la question ? Très rapidement, effectivement, on cherche un peu à mettre en place des kits pour les collectivités pour mettre en place sa stratégie, ses outils de diagnostic, ses politiques publiques très rapidement. On a un site qui s'appelle territoire-au-pluriel.sociéténumérique.gouv.fr. Vous avez des exemples d'autres collectivités, d'autres villes, d'autres départements où on a mis tout un tas de ressources pour permettre de bâtir ça. Il y a aussi comment nous contacter parce qu'on essaye de répondre en direct aux collectivités. C'est un premier centre de ressources. On va lancer une nouvelle version au début de l'année 2020. Pour continuer là-dessus. Alors, moi juste une remarque, parce que tout à l'heure, il y avait encore une demande d'intervention, non ? Non, mais c'est dans le pratico-pratique. Encore une fois, tout à l'heure, je rappelais les espaces solidarité 2.0. En fait, la meilleure stratégie, c'est quand même d'y aller avec les usagers, avec les habitants. Hein. C'est eux qui vont vous dire quels sont leurs besoins. Moi, je le vois chez nous, c'est très similaire avec Arras. Il y a un éloignement terrible, donc on y va sur du b.a.-ba. Enfin, pardon, hein, mais on commence avec des ateliers. Comment démarrer une tablette, comment démarrer un ordinateur. Je veux pas paraître trivial, je veux certainement pas dire qu'on ne sait rien faire, mais nous aujourd'hui nos populations elles sont tellement éloignées que l'enjeu il est d'abord ici. Et une fois que vous avez commencé à faire ça, vous pouvez commencer à décliner, à parler usage derrière. Mais il faut vraiment y aller. Pardon, monsieur le vice-président, j'ai failli dire step by step, mais je vais me contenter d'un marche après marche, ce sera suffisant. Et après, vous pouvez aussi imaginer d'autres choses. Vous voyez, nous, on a développé un outil qui s'appelle le Commerce Lab. Là, c'est directement pour nos commerçants. On a ouvert un lieu
Alors, il est utile aussi pour les clients de ces commerces, mais vraiment pour nos commerçants. Pour toutes les solutions innovantes en lien avec le commerce, ils ont la possibilité de venir dans ce Commerce Lab, de se renseigner, de se former, d'essayer les outils, et s'ils sont intéressés, nous après on fait de la mise en relation. Et on n'est pas gêné non plus de travailler avec le privé, d'ailleurs on est même plutôt obligé de le faire. Vous voyez, quand vous êtes dans une ville de 55 000 habitants comme chez moi, parler de miroirs connectés, vous allez travailler, vous vendez des vêtements, vous n'aurez plus de stock, etc. Vous avez l'impression que vous arrivez, mais pardon pour s'il y en a, mais c'est qui ce titi parisien qui va m'expliquer? Et pourtant, dans nos commerces, on a aussi le droit de le faire, et nos commerçants ont aussi le droit d'imaginer qu'à Saint-Quentin, c'est possible. Et on leur propose en tout cas de pouvoir utiliser ce type d'outils. Peut-être pour conclure provisoirement, puisque là je me suis renseigné, effectivement il y a une conférence qui s'enchaîne derrière, donc il va falloir qu'on laisse la place. Je voulais peut-être revenir, on l'a un peu évoqué, Patrick Molinos a un peu effleuré le sujet des facteurs de succès des politiques publiques, mais je voulais quand même, puisque vous avez tous des expériences un peu différentes, peut-être qu'on essaie de terminer un peu là-dessus, mais presque, je dirais, sous la forme d'un mot-clé. Pour vous, quels sont les facteurs clés de succès? Alors bien sûr, il y a le problème du financement, ça c'est quelque chose qui est récurrent, mais en même temps, on peut quand même se poser la question, si on avait les financements, c'est-à-dire si on avait des financements à hauteur, est-ce que ce facteur serait suffisant pour réussir des politiques publiques de cette nature? Voilà. Peut-être faire le tour, en commençant peut-être par vous. Moi, je reviendrai sur ce qu'a dit Patrick Molinos. C'est réunir tous les acteurs, publics et privés, autour de cet enjeu de cohésion nationale. Ce serait le mot-clé serait interopérabilité. Comment est-ce que toutes ces personnes qu'on va accompagner, on va les mettre dans un parcours de montée en compétences, de retour vers l'emploi, de dynamique, etc. Donc c'est ne pas recréer des silos d'accompagnement. Alors moi, je dirais qu'il y a peut-être deux choses qui sont essentielles. C'est remettre de l'humain au cœur du numérique, c'est-à-dire que l'intermédiation, elle doit se faire par des humains. Et puis donner du temps au temps, c'est-à-dire que le facteur temps est essentiel et je pense qu'il faut se penser dans la durée sur ces sujets-là et penser qu'on ne va pas agir 1 an, 2 ans, mais que ce sera peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans et qu'on devra travailler dans la durée ensemble. Ouais, beaucoup de choses ont été dites en conclusion. Pour moi, le plus important, c'est vraiment les ressources humaines dont on a besoin, nos collectivités, sur le terrain pour infuser, démocratiser, mais aussi ne pas se cacher la réalité par rapport au numérique. Je vous ai parlé d'enquête tout à l'heure. Dans cette même enquête, on s'est rendu compte que dans une ville comme Arras, une ville moyenne de 43 000 habitants, il y a des mots qui font peur. Digital, connecté, futuriste. La réalité, c'est que le numérique parfois fait peur. Dès le départ, quand on travaille notre stratégie d'inclusion numérique, il faut prendre conscience que vraiment on a des publics en difficulté. Ça a été dit par le maire adjoint de Saint-Quentin, des publics qui ont peur, qui sont vraiment en retrait par rapport au numérique. Et quand on aborde ces thématiques-là, il faut le savoir dès le départ et adapter notre stratégie à ce qu'est notre public. Chaque stratégie numérique doit être adaptée en fonction de la collectivité dans laquelle on travaille et penser non pas collectivité, mais territoire. Très bonne intervention, mais d'une certaine façon, tout le monde utilise une terminologie qui me va bien. Je parlerai de pédagogie. Si on avait vraiment beaucoup d'argent, on formerait directement tous les personnels dans les collectivités. Parce que déjà, il faut, vous voyez, pardon, j'ai oublié la première chose. Il faut qu'il y ait une prise de conscience politique complète. Tous les élus ne se sentent pas concernés encore. C'est quand même aussi un sujet, il faut savoir le dire. Il faut qu'il y ait une prise de conscience administrative. Et là, on met beaucoup de formations, il faut savoir mettre des moyens pour que, après, nos agents accompagnent sur les territoires nos habitants. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avancer et beaucoup plus vite. J'ai demandé à finir parce que je savais que je serais long. Non, je suis vraiment, je trouve 2 mots. Mais on a parlé des réponses en termes de, moi j'utilise ces termes en termes de pouvoir, savoir, de pouvoir et de savoir. Pouvoir, c'est l'accès, c'est l'argent, c'est je peux payer mon téléphone, ma tablette, mon ordi et j'ai le très haut débit. Savoir, c'est l'enjeu de former les gens à savoir utiliser l'outil. Mais il y a un 3e mot qui est absolument
essentiel, je pense que c'est celui-là que je veux, sur celui-là que je veux insister, c'est le vouloir. Le vouloir. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, on ne pourra pas former, accompagner des gens, et ça rejoint ce que vous disiez, pardon, s'ils ne veulent pas, s'ils ont peur, s'ils se sentent, s'ils ont l'impression que ces choses vont les dépasser. Donc il faut qu'on travaille sur ce vouloir. Donc certes, il faut massifier, mais il faut de la proximité, il faut de la confiance. Et il faut travailler sur cet élément de confiance et de vouloir. Et à ça, l'argent ne suffit pas. Eh bien, écoutez, il est 5h02. Et écoutez, un grand merci en tout cas pour vos contributions. Je pense qu'on est loin d'avoir clos le sujet et je pense qu'on aura d'autres occasions de se retrouver et d'échanger, peut-être dans cette configuration. En tout cas, un grand merci et donc au prochain rendez-vous.